Merci, bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous parler aujourd'hui de biodiversité actuelle et fossiles de rongeurs nord-africains. Donc, la problématique générale de ce projet était d'essayer de mieux caractériser les changements climatiques et la pression anthropique croissante sur les populations de rongeurs du Maroc à différentes échelles temporelles et spatiales. Donc pour essayer aussi de faire un parallèle entre les données de morphométrie dans le cadre de ce postdoc et des données génétiques provenant de différents collaborateurs. Donc différents modèles d'études étaient disponibles. La famille des mulots et des souris qu'on voit à gauche et la famille des gerbilles ici à droite, sachant qu'un travail a été précédemment publié l'année dernière sur les souris sauvages d'Afrique du Nord et leur évolution au cours du Quaternaire. Donc pour ce projet, notre choix s'est porté sur les mériones, qui présentait un nombre de spécimens suffisant pour ce type de travail et qui posait d'intéressantes questions de systématique et d'évolution sur le temps long. Donc les mériones sont des rongeurs de la sous-famille des gerbillinae, de la taille d'un rat, que l'on retrouve essentiellement dans les milieux ouverts d'Afrique du Nord, du Proche-Orient et du Sud-Ouest asiatique. Et au Maghreb, on trouve 3 à 4 espèces différentes de mériones, Meriones libicus et crassus, qui fréquentent des milieux arides, voire sahariens, et ce qu'on appelle le complexe Showi-Grandis, dont le statut taxonomique, l'écologie et même la distribution géographique sont encore très mal connus, mais qui fréquenterait plutôt une large bande littorale atlantique et méditerranéenne, surtout le Maghreb. Donc la question de ce groupe Showi-Grandis pose problème, car selon les auteurs, elles sont classées toutes les deux en sous-espèces de Meriones showi ou alors en espèces vraiment distinctes, Meriones grandis et Meriones showi. Donc des études précédentes ont été faites sur de la morphologie externe et crânienne, et notamment sur des mesures de distance crânienne qui ont été faites cependant sur des collections souvent anciennes, avec des spécimens parfois d'attribution un peu douteuse, et incluant à la fois des spécimens sauvages et des spécimens d'élevage. Donc les résultats ont montré un très large recouvrement des données, aussi bien du point de vue de la taille que de la morphologie ou de la distribution géographique des spécimens étudiés. Il était donc nécessaire de pousser plus loin ces analyses, de faire des analyses plus fines avec plus de spécimens, et notamment des spécimens génotypés. Donc si cette question de systématique chez les mériones actuelles existe, elle existe également chez les mériones fossiles. Très peu de travaux ont été réalisés sur ce groupe taxonomique. Quelques études paléontologiques ont été faites sur les espèces fossiles Maximus maghrebianus du Pléistocène inférieur et moyen. Mais pour l'espèce moderne qui apparaît dès la fin du Pléistocène moyen, pour Meriones showi, quasiment rien n'a été fait. Et tous les fossiles datés du Pléistocène supérieur et Holocène de mériones sont attribués par défaut d'office à Meriones showi. Donc la question était de savoir si dans les assemblages de la fin du Quaternaire, il n'existait pas plusieurs espèces de mériones dans ces assemblages et quelle était l'évolution de ce taxon au cours du temps. Donc pour ça, on a eu la chance de pouvoir travailler sur des séquences importantes au Maroc, couvrant plus de 100 000 ans, 120 000 ans, avec un matériel microphonique très riche et très abondant. Donc le but de ce projet était à la fois d'apporter des éléments de réponse sur cette question de systématique des mériones actuelles et éventuellement de leur distribution géographique, d'apporter des informations également sur l'évolution de ce taxon au cours du temps, et grâce à des collègues du muséum notamment, d'essayer de comparer en fait le pattern génétique avec ce qu'on pourrait obtenir en morphométrie géométrique, et essayer de quantifier en fait l'impact des activités climatiques et ou humaines. Donc on s'est concentré principalement sur les premières molaires supérieures des mériones, car les dents représentent le matériel le mieux conservé en contexte fossile. Aucun crâne n'a été découvert jusqu'ici dans ces sites. Et il s'agissait d'un petit challenge, car rien n'avait encore été fait sur les molaires de ces taxons jusqu'ici, et les espèces de mériones sont très très proches morphologiquement, quasi impossibles à déterminer uniquement sur la base de la morphologie dentaire entre elles. Il existe des critères de taille, mais qui ne sont pas toujours très évidents. Et donc, on a utilisé à la fois des landmarks et des sliding landmarks pour obtenir un maximum d'informations, aussi bien sur le contour des dents que sur le dessin de la surface occlusale.
Donc, concernant le matériel d'étude, les spécimens actuels proviennent donc à la fois de collections muséales et de captures réalisées dans le cadre de l'ANR MOMI, qui a couvert une large part du nord du Maroc en échantillonnant différents types de milieux, aussi bien naturels qu'anthropiques. Les spécimens fossiles donc, proviennent de 2 sites archéologiques, El Aroura 2 et El Nasra, situés sur la côte atlantique du Maroc, et qui ont fait l'objet d'occupations humaines sur plus de 120 000 ans, et qui ont livré un abondant matériel microphonique. Donc, il faut préciser qu'il s'agit ici d'un référentiel où uniquement l'impact climatique est enregistré, puisque l'homme n'a pas encore, à cette époque, impacté durablement sur son environnement. Donc, j'ai ainsi photographié et mesuré plusieurs centaines de molaires de mérionnes actuelles et fossiles. Donc les fossiles, comme je le disais à l'instant, proviennent des 2 sites archéologiques sur la côte atlantique du Maroc, et les spécimens actuels proviennent d'un peu partout au Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie. Donc les groupes de référence qui ont été utilisés pour les analyses de base ne concernent que les spécimens qui ont été génotypés du groupe Showi-Grandis et des spécimens Crassus et Libicus de collection. Tous les autres spécimens, les spécimens fossiles et les autres spécimens de collection ont été réattribués a posteriori. Donc un mot sur les données génétiques qui ont été obtenues, qui sont en cours de publication actuellement par Aude Lalis et Violaine Nicolas, qui sont maîtres de conférences ici au Muséum. Donc elles ont identifié 3 clades principaux au Maghreb, 2 clades Saint-Patrick A et B que l'on retrouve au Maroc, et un clade très distinct, le clade C, qui se retrouve principalement en Algérie et en Tunisie, avec un léger recouvrement dans l'extrême nord-est du Maroc. Donc, concernant mes résultats, je vais tout d'abord aborder la question de la taille de ces dents. Donc, tout d'abord, dans les groupes actuels, on voit différents groupes de taille. Donc, on voit tout d'abord que les mérionnes sahariennes, Crassus et Libicus, présentent une taille significativement plus petite que les autres groupes du complexe Showi-Grandis. Les mérionnes génotypées appartenant au clade marocain A et B, que l'on a vu tout à l'heure, présente une taille significativement plus grande que les autres et se rapproche de ce qui a été décrit dans les collections comme Merionnes grandis. Le clade C, que l'on retrouve en Algérie et en Tunisie, présente une taille intermédiaire. Une chose un peu c'est intéressant quelque part, c'est que les Merionnes Showi des collections du Muséum national d'histoire naturelle en mammifères et oiseaux sont probablement composées de 2 groupes de taxons, parce qu'on a clairement 2 groupes de taille structurés géographiquement avec des grands spécimens provenant du Maroc et des spécimens plus petits provenant d'Algérie et de Tunisie. Donc, concernant les spécimens fossiles, on voit une assez grande variabilité de taille, mais qui sont plutôt centrés sur la taille du groupe Grandis marocain, et avec une légère tendance à l'augmentation de la taille avec le temps. Donc la question, c'était maintenant de savoir si ces différents groupes de taille se retrouvent au point de vue de la conformation des molaires, et finalement quelles espèces étaient présentes dans le fossile. Donc lorsque l'on regarde la conformation des molaires, uniquement sur les groupes de référence, on voit une bonne discrimination des groupes de référence, avec entre 92 et 80% de bonne classification. Donc on a les mérionnes sahariennes, Crassus et Libicus, qui se distinguent bien entre elles sur l'axe 2 et qui se distinguent bien du groupe Showi-Grandis sur l'axe 1. Au sein de ce groupe Showi-Grandis, on voit une bonne distinction des clades marocains A et B avec le clade algérien, tunisien sur l'axe 1 et 3, alors qu'au sein des mérionnes marocaines des clades A et B, ils ne se distinguent en fait que sur l'axe 4. Donc on a vu que la taille pouvait être un facteur discriminant assez important pour certaines espèces. Donc lorsqu'on incorpore la taille aux analyses de conformation, on obtient des résultats un petit peu meilleurs, mais les résultats sont très similaires. Donc maintenant qu'on a bien établi notre référentiel, qu'on a bien discriminé les espèces actuelles, les groupes actuels, j'ai donc fait des réattributions pour les autres spécimens de collection et les spécimens fossiles pour voir dans quel groupe de référence ils se replacent. Donc concernant les autres spécimens de collection, donc on voit que ce qui était donc les clades A et B qui ont été décrits génétiquement au Maroc correspondent bien, là encore, à ce qui a été décrit dans les collections comme Merionnes grandis.
Le clade C en jaune, algérien, a été décrit comme Merionès Showi. Et on se serait donc attendu à ce que dans les collections de Merionès Showi du Muséum d'histoire naturelle, on retrouve une très forte majorité de ce clade C jaune. Or, on est quasiment à moitié-moitié entre les clades A, B et C dans les collections. Donc ça conforte l'idée qu'on avait par rapport à la taille, qu'il y a probablement un mélange de taxons dans ces collections. Concernant donc les fossiles, donc voilà, on a les pourcentages de réattribution en fonction des différents niveaux stratigraphiques, avec une évolution au cours du temps. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, classiquement, toutes les mérionnes du Pléistocène supérieur et de l'Holocène sont attribuées d'office à Merionès Showi. Or, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une très claire dominance des spécimens, des clades AB ou grand 10, sur toute la séquence. Donc, ce n'est pas vraiment Showi qu'on a dans nos séquences marocaines, plutôt grand 10, mais ce clade Showi, le clade C, que l'on retrouve actuellement uniquement en Algérie et en Tunisie, il est présent sur la côte atlantique du Maroc au cours du Pléistocène supérieur, avec une légère diminution au cours du temps, et on voit qu'à l'Holocène, ce clade C n'est plus représenté sur la côte atlantique du Maroc. Donc il semble se passer quelque chose au niveau de l'Holocène. Donc ce phénomène Holocène se retrouve dans d'autres données. Donc là, on a la proportion relative des restes osseux de mérionnes dans la séquence d'Al-Arura 2 comparativement aux autres taxons de micromammifères. Et on voit que donc, les mérionnes dominent très largement les assemblages tout au long du Pléistocène supérieur, et qu'il se passe là quelque chose à l'Holocène. Il y a un changement qui s'opère avec une diminution de la représentation de ces mérionnes au cours du temps. Donc ce phénomène aurait pu être dû à un phénomène taphonomique, mais cette hypothèse a été écartée ensuite suite à une analyse détaillée du matériel fossile. Et de plus, ces données fossiles corroborent en fait ce qui a été observé récemment en génétique des populations, avec un phénomène de bottleneck, d'effondrement démographique à l'Holocène. Donc on peut poser certaines hypothèses sur ces phénomènes qui sont observés. Donc, concernant le goulot d'étranglement démographique observé à l'Holocène, donc on voit que dans la répartition actuelle des mérionnes du groupe Showi grandis en Afrique du Nord, là par exemple au Maroc, on voit que ces rongeurs donc, se répartissent uniquement dans les zones arides et semi-arides et évitent complètement les zones semi-humides et humides en vert. Or, à l'Holocène moyen, donc entre 5000, 6000 et 9000 ans à peu près en Afrique du Nord, on a ce qu'on appelle l'optimum climatique Holocène. Donc c'est une reprise d'humidité globalement en Afrique et notamment en Afrique du Nord, avec ce qu'on appelle notamment le Sahara vert, avec une végétalisation du Sahara. Donc ce phénomène humide à l'Holocène moyen aurait pu impacter les populations de mérionnes qui sont plutôt inféodées au milieu aride et semi-aride. Cependant, actuellement, les mérionnes sont extrêmement bien représentées en Afrique du Nord. Elles pullulent dans les champs, dans les friches, sont considérées vraiment comme des ravageurs de culture. Et donc elles ont connu un phénomène de réexpansion récent qui est peut-être en fait dû à une adaptation, à une nouvelle niche écologique offerte par les hommes via l'agriculture. Donc pour synthétiser un peu tout ça, donc en fait, aujourd'hui, actuellement, dans ce groupe Showi grandis, on retrouve bien deux groupes morphologiques principaux, bien que 3 clades génétiques aient été identifiés. Il y a une structuration géographique assez nette, avec le Maroc d'un côté, l'Algérie et la Tunisie de l'autre. Cependant, dans le Pléistocène supérieur, on voit l'existence de ce clade algérien et tunisien dans les sites fossiles marocains. Et il se passe quelque chose à l'Holocène. Ensuite, ce groupe Showi algérien et tunisien disparaît du Maroc et probablement sous impulsion climatique. Donc, pour compléter ces données sur les molaires de mérionnes, je réalise actuellement également des analyses sur les crânes des populations génotypées de mérionnes pour essayer de comparer les données crâniennes, les données dentaires, et ensuite mettre en relation les distances morphologiques et les distances génétiques pour avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé dans ces populations au cours du temps. Il est également intéressant de faire des analyses au niveau populationnel pour voir si les populations habitant dans un certain type de milieu présentent une morphologie dentaire ou crânienne un peu particulière, essayer de retransposer ça aux fossiles et de faire des inférences paléo-écologiques. Mais pour ça, il faut avoir du matériel fossile. C'est pas évident. Peu de sites en dehors d'Al-Arura et de Temara présentent une telle séquence de temps sur plus de 100 000 ans
avec un matériel microphonique abondant, mais c'est en cours de recherche. Et enfin, il sera intéressant de comparer les données sur les mérions avec d'autres types de taxons, d'autres rongeurs, des insectivores, car tous ces taxons ont pu réagir de façon similaire ou très différente aux pressions climatiques ou alors anthropiques. Donc, en guise de conclusion, je vais juste reposer la question de l'existence ou non d'une 6e extinction en Afrique du Nord pour les micromammifères. Donc, je vous présente ici 2 graphiques qui représentent l'évolution de la diversité des micromammifères au cours du temps, avec à chaque fois à droite les périodes les plus anciennes et à gauche les périodes les plus récentes. Donc, dans les 2 cas, on voit qu'à la limite Pléistocène moyen supérieur, il y a quelque chose qui se passe. On a une baisse brutale de diversité chez les micromammifères dans les sites archéologiques. Donc qui est notamment dû à l'extinction massive de toutes les espèces fossiles qui étaient présentes jusqu'ici, notamment des lignées qui étaient entières, qui étaient présentes depuis plusieurs millions d'années dans la région. Donc on a une mise en place de faune moderne stricte et ensuite, à partir de la base du Pléistocène supérieur, une stabilité. On n'a plus d'extinction d'espèces. Toutes les espèces que l'on retrouve actuellement existaient également au Pléistocène supérieur et inversement, mais avec des changements de distribution sans extinction. Donc il est juste intéressant de noter que c'est également à cette limite Pléistocène moyen supérieur, vers 100 000, 160 000, 130 000 ans, qu'apparaissent les premiers hommes anatomiquement modernes en Afrique du Nord. Et on peut donc se poser la question de la cause de cette extinction, de ces extinctions massives à cette période-là. Donc j'ai essayé de lister un peu les différentes pressions anthropiques ou climatiques qui auraient pu intervenir. Mais bon, il apparaît très vite que même si certaines espèces de rongeurs auraient pu suivre les populations humaines dès le Pléistocène, c'est clairement qu'à partir de l'Holocène, à partir du néolithique, que l'homme va impacter durablement sur son environnement par la modification de paysages ou par la diffusion de nouvelles espèces, notamment les espèces commensales comme la souris domestique ou les rats. Donc l'hypothèse anthropique pour ce phénomène est très peu probable. Donc on privilégierait donc l'hypothèse climatique avec notamment donc cette limite Pléistocène moyen supérieur qui est marquée par la mise en place d'une variabilité climatique beaucoup plus forte, plus importante, avec une alternance de périodes relativement humides, mais surtout l'apparition de périodes arides très marquées. Et donc cette variabilité climatique aurait impacté les populations locales de rongeurs, et notamment l'extinction d'espèces qui est trop spécialisées ou pas assez adaptables pour résister à ces variations climatiques. Donc les premières conclusions sur l'existence ou non d'une 6e extinction en Afrique du Nord sur les micromammifères seraient plutôt non, pas de réelle 6e extinction au Maghreb pour les micromammifères. Bien qu'il y ait eu des changements d'aire de distribution au cours du temps, à la fin du Quaternaire, il n'y a pas eu d'extinction d'espèces depuis 130 000 ans. C'est en contradiction totale avec ce qui est connu actuellement chez les grands mammifères, car en Afrique du Nord, de nombreuses extinctions holocènes sont connues, notamment l'éléphant, le lion de l'Atlas, différentes espèces d'antilopes et de gazelles, et de nombreuses espèces sont également en danger actuellement d'extinction. Cependant, s'il n'y a pas extinction, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas impact de l'homme sur les populations de rongeurs. L'homme impacte fortement sur l'environnement en Afrique du Nord, notamment par l'introduction d'espèces commensales et invasibles, par exemple avec l'introduction de la souris domestique estimée à environ 3000 ans BP, également la modification, le fractionnement des habitats, etc. Et donc on voit actuellement une mise en danger de certaines espèces endémiques de rongeurs ou de musaraignes en Afrique du Nord, notamment ces gerbilles qui vivent actuellement dans des milieux très particuliers de la côte atlantique du Maroc et qui voient leur habitat diminuer de jour en jour dû à l'urbanisation intensive du littoral. Et donc il peut également y avoir un impact au niveau populationnel, par exemple par l'hybridation d'espèces sauvages et commensales, notamment chez les souris, et également des phénomènes, des impacts démographiques, des impacts sur la taille ou la morphologie, la répartition, l'écologie des populations actuelles, comme on a pu voir au cours de ce travail. Et donc cette partie est en cours d'étude, en collaboration avec différents chercheurs du muséum et d'autres institutions qui travaillent à la fois sur les aspects archéologiques, paléontologiques, mais aussi génétiques et paléogénétiques. Je reviens sur cette question de diminution de la diversité à la limite ou autour de la limite Pléistocène moyen supérieur.
Vous opposez deux possibilités, soit l'homme, soit le climat. Mais est-ce que le malheur des rongeurs dans cette histoire ne viendrait pas des rongeurs eux-mêmes? C'est-à-dire que ces quelques espèces de rongeurs qu'on va retrouver au Pléistocène supérieur, qui sont-elles? Quelle est leur nature taxinomique? Quelle est leur nature écologique? Et est-ce que finalement, ils existent déjà avant? Est-ce que ce ne sont pas de nouvelles espèces qui arrivent là et qui prennent toute la place, et du coup, là où il y avait la place pour 15, il n'y a plus que la place pour 4? Est-ce que le problème n'est pas finalement à l'intérieur des rongeurs? Donc, ces espèces du Pléistocène supérieur sont déjà là au moment de cette phase d'extinction. Donc elles sont déjà en place. Par contre, c'est vrai que pour la plupart d'entre elles, par exemple la souris sauvage ou même les mériones qu'on voit ici, présentent en fait des qualités, on va dire, elles sont très ubiquistes, elles s'adaptent assez facilement à différents types d'environnements. On a à ce moment-là une sélection de traits d'histoire de vie qui font que on a quelques types écologiques particuliers qui restent là oui, tout à fait. D'accord. Donc on peut avoir une diminution du nombre de niches disponibles pour les rongeurs à ce moment-là, sans pour autant, en tout cas indirectement, que l'homme et ou le climat soient impliqués. Oui. C'est la cause climatique et finalement quand même la raison derrière tout ça.